Bonjour, bienvenue à ce 23e rendez-vous de la santé-sécurité proposé par l'Union patronale du Var en partenariat avec la Directe du Var, la CARSAT Sud-Est et la IST 83. Ce rendez-vous de la santé-sécurité se déroule une nouvelle fois sous la forme d'une webconférence contexte sanitaire oblige. Aujourd'hui, le thème est celui des obligations de l'employeur en matière d'information, de formation, d'évaluation des risques concernant la conduite d'engins, chariot automoteur, nacelle, engin de chantier, etc. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Evelyne Villadoma, directrice adjointe de l'unité départementale VAR de la Direct PACA, Philippe Baudouin et Isabelle Compiègne de la CARSAT Sud-Est et Gabriel Lagarde, médecin du travail à la IST 83. À l'ordre du jour de cette conférence, un rappel de la réglementation qui peut paraître parfois complexe, un focus sur le CACES, son rôle, est-il obligatoire, le CACES suffit-il à lui-même, y a-t-il besoin d'une formation en plus, et nouveau CACES pour 2020. Et enfin, un point sur le rôle du médecin du travail dans la délivrance de l'autorisation de conduite. N'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat qui vous est proposé. Je vous souhaite une bonne mois de conférence et je passe la parole de suite à Evelyne Villadoma. Merci. Bonjour à tous. Mes diapos, s'il te plaît. Je vais vous parler de la conduite d'engin et des risques et des obligations légales en matière de conduite d'engin. Moi, je suis de l'inspection du travail, donc je vais faire un focus sur réglementaire. Hein. Je ne vais pas aborder le thème du CACES. Diapo suivante. La conduite d'engin présente des risques qui, comme tous les risques, doivent être évalués de façon précise, données mises à jour des GUR et ou des PPS-PS lorsqu'on est sur des chantiers soumis à coordination, donner lieu à l'élaboration, perdu le diaporama, non, donner lieu à l'élaboration de plans d'action visant à supprimer ces risques ou les diminuer autant que faire se peut. Diapo suivante. Donc, on parle de quel engin quand on parle de conduite d'engin? On parle de tous les engins. Diapo précédente, voilà. On parle de tous les engins, que ce soit des transpalettes manuels, que ce soit des grues, des chariots automoteurs, tous les engins, quels qu'ils soient, présentent des risques et ces risques doivent vraiment être évalués et les salariés formés. Donc, il n'y a pas d'engin qui présente aucun risque. Diapo suivante. Tous ces risques sont parfois source d'accidents. Et des accidents, on en a eu beaucoup ces dernières années. Les chiffres de 2020, malgré la période de confinement, on a eu 2 accidents graves ou mortels qui concernaient des engins. L'année dernière, qui était une année plus normale, on a eu 35 accidents graves, on a eu 9 décès et on a eu 8 accidents graves ou mortels qui étaient en lien direct avec la conduite d'engin. Donc, des engins qui lorsqu'ils se retournent, écrasent leur diapo suivante, s'il vous plaît. Suivante. Diapo suivante, merci. Des engins qui, lorsqu'ils se retournent, vont générer des risques qui sont souvent d'accidents mortels. Dans la diapo précédente, on avait un accident mortel avec un chantier qui était doté de voies de circulation pour l'engin qui s'est retourné, qui était peu large. Hein, il y avait 10 cm de chaque côté de l'engin qui manœuvrait en marche arrière. On avait un talus qui était peu stable. On voit les grandes flaques d'eau. La terre, le terrain était détrempé. Donc, on avait un souci de ce côté-là.
qui fragilisait les voies d'accès, hein. On avait un problème de formation du conducteur parce qu'il était certes expérimenté, il connaissait bien son engin, mais il travaillait sur des chantiers routiers et autoroutiers. Et il est arrivé en renfort sur ce chantier de construction d'un centre de vacances, en l'occurrence, et il n'avait pas l'habitude de manœuvrer euh, euh, dans les conditions du chantier en cause. Il est mort le jour de son arrivée sur le chantier. Diapo suivante, s'il vous plaît. On avait là un engin qui n'était pas adapté pour travailler sur un talus. Il faisait du terrassement en bordure de l'autoroute et l'engin, qui était un petit engin, il s'est retourné. Le conducteur n'était pas attaché. Le problème des ceintures de sécurité, c'est comme en voiture, hein. On voit dans l'angle le gauche de la diapo, le salarié est toujours coincé sous son engin. Les pompiers n'ont pas enlevé encore l'engin et il serait resté dans son engin, il ne serait pas mort, hein. Donc le problème du port de la ceinture, c'est un problème qu'on retrouve partout. Et il y avait également, évidemment, un problème de formation. Diapo suivante. Donc là, on avait le cas de diapo. Voilà. Là, c'est un accident qui a fait 2 victimes. Il y a le conducteur, il est resté dans la cabine, il était attaché. Donc, il est sorti indemne de l'accident malgré une grosse peur, hein. Son collègue, lui, il était juché sur les fourches avec une palette, hein. Et on a eu donc une victime qui a été éjectée de la palette, hein. Ils utilisaient également un conteneur à matériaux pour servir de nacelle et qui était pris sur les fourches. Et on a eu un accident mortel. Les condamnations ont été très sévères dans cet accident-là. Ensuite, diapo suivante. Ça, c'est le dernier accident qu'on a eu il y a quelques semaines. Donc, on était sur un chantier de construction de maisons individuelles, enfin d'un petit lotissement. On avait un engin qui était mal entretenu. On n'avait pas de vérification. On n'avait pas de formation du conducteur. Les freins ont lâché. On est sur un terrain en pente. Et donc, le chariot automoteur s'est retourné et le conducteur était sous le chariot, hein. Il a été coincé sous son chariot. Ensuite, on a un autre cas de mauvaise utilisation de matériel conforme dans la diapo suivante. Diapo suivante. Voilà, là c'est un accident qui est un peu spectaculaire, où le conducteur du camion a eu énormément de chance parce qu'il était avec nous dans la réunion du CISST. Donc, on avait un jeune qui avait été engagé depuis quelques temps, qui conduisait la pelle mécanique, qui était récente, conforme, et qui devait charger donc le tas de terre dans le camion pour l'évacuer. Et donc, c'est un jeune qui n'avait pas de formation du tout. On lui avait montré comment fonctionnait l'engin et il s'est un petit peu assis sur la branche qu'il était en train de scier. Et donc, son engin s'est retourné, est tombé sur la cabine du camion qui a été complètement écrasé. Donc, il n'y a pas eu de victimes, mais c'est vraiment un coup de chance parce que on avait demandé à ce que les salariés sur ce chantier, des salariés soient présents au CHSCT. Si le salarié avait été dans sa cabine, il aurait été écrasé puisque il y avait même le volant a été écrasé.
Donc, vous voyez des accidents qui sont en nombre pas négligeable et qui sont souvent très graves, très, très graves. J'insiste sur euh, le port de la ceinture de sécurité pour les conducteurs d'engins. On a eu 8 morts, je vous disais, enfin 8 morts ou blessés très graves l'année dernière. Je pense que il y aurait pas eu de mort si les ceintures avaient été portées. Il y aurait eu peut-être des blessés, certes, mais pas de mort. On doit traiter l'engin de chantier comme une voiture et porter sa ceinture de sécurité. On va voir maintenant avec la diapo suivante ce que dit le Code du travail. Donc, le Code du travail, il ne parle pas de CACES. Hein. Il parle de formation spécifique à la conduite d'engin, enfin à la sécurité, formation spécifique à la conduite de l'engin précisément qui va être conduit par le salarié et l'employeur doit donner une formation qui peut être différente de celle du PACES. Il doit en tout cas justifier qu'il a bien formé le salarié et il doit le former, il doit le justifier, pardon, par tout moyen. Cette formation, elle doit être renouvelée aussi souvent que nécessaire, compte tenu notamment de l'évolution des techniques. Et par exemple, le salarié a été formé pour conduite d'un engin particulier. L'entreprise change d'engin qui est toujours dans la même catégorie, mais prend un engin nouveau, plus moderne. Il y aura une nouvelle formation à la sécurité pour qu'elle soit adaptée au nouvel engin. Le CACES, il est valable 5 ans et M. Baudouin vous en donnera des détails, mais la formation à la sécurité et à la conduite d'engin, elle peut être renouvelée avant ce délai de 5 ans. Ensuite, donc le Code du travail, il ne prévoit pas de référentiel particulier. Donc, l'employeur, il va devoir former, il devra justifier que la formation qu'il a donnée aux salariés est adaptée aux engins qui sont conduits. Ensuite, il va donner une autorisation de conduite pour tous les équipements automoteurs et pour les appareils de levage. Donc, cette autorisation de conduite, elle va être spécifique et elle va concerner, elle sera pas forcément donnée pour un délai de 5 ans. L'employeur peut retirer l'autorisation de conduite quand il le veut. Et ensuite, il y aura une aptitude médicale qui sera donnée avec un suivi dans le cadre du suivi renforcé et le médecin du travail va nous en parler. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pour résumer tout ça, on a une formation toujours, y compris pour des engins comme les transpalettes, qui sont des engins qui sont manuels, donc non dotés d'un moteur, hein, ne sont pas automoteurs, mais qui présentent des risques qui sont pas forcément des risques, on n'a pas d'accidents mortels, mais on a beaucoup d'accidents, de pieds écrasés, y compris avec le port des chaussures de sécurité. Et puis, sur le plan des postures et les risques, ils seront des risques de TMS et des risques par rapport au dos. Ensuite, donc la formation, l'autorisation de conduite, elle va concerner
les équipements dotés de moteurs ou les appareils de levage. Les équipements de levage, c'est vraiment systématique et c'est spécifique. L'aptitude médicale, elle va être tout le temps aussi. La diapo suivante, qui sera la dernière pour moi. Donc, le CACES, il n'est pas obligatoire, mais il contient un référentiel qui va faciliter la preuve de la formation et du contenu de la formation. Donc, l'employeur aura une preuve plus facile s'il y a un accident mortel de la formation que le salarié a reçue. À lui seul, le CACES n'est pas suffisant. Très souvent, on rencontre le problème de salariés qui sont titulaires d'un CACES, mais qui n'ont pas d'autorisation de conduite. Et c'est une infraction pour nous. Et c'est un problème parce que l'autorisation de conduite, elle peut être retirée, y compris dans le délai de 5 ans, en fonction des facteurs inhérents aux salariés ou de facteurs techniques, par exemple. Un salarié qui deviendrait inapte dans le délai de 5 ans à la conduite des engins va voir son autorisation de conduite retirée. Donc, cette autorisation de conduite, j'attire votre attention là-dessus, elle doit être vraiment donnée et donnée après c'est pas une simple formalité, ça engage l'employeur. Et donc le CACES, il tient pas compte de ces facteurs pendant le délai de 5 ans. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je vous remercie de votre attention et donc je pense, Isabelle, que dans le micro est éteint, que tu vas. Oui, merci beaucoup Evelyne. Alors, on a quelques questions qui sont arrivées. Il y en a une toute première, mais je la garderai pour Philippe Baudouin parce qu'elle est vraiment axée sur les recommandations. Une première question en disant, mais finalement, est-ce qu'il est possible de redescendre sur les questions du bas, Stéphanie? Il y en a une qui dit, par exemple, peut-on utiliser son CACES malgré la visite médicale non remplie pour autorisation de conduite? Puisqu'apparemment, il est très compliqué de refaire passer les salariés en visite médicale pour cela. Donc, aujourd'hui, c'est est-ce que… Ah, super, merci. Effectivement, il y a eu plusieurs questions qui sont arrivées. Donc, voilà, c'est est-ce que le CACES, malgré la visite médicale qui n'a pas pu être réalisée, pour autant, est-ce qu'on peut délivrer une autorisation de conduite? Dès lors que l'autorisation de conduite est liée à l'aptitude du salarié. Ça, c'est un facteur premier, je vais dire. Donc, pas de visite médicale, qui est un suivi particulier, hein, le médecin du travail va en parler. Pas de visite médicale, pas d'autorisation de conduite. Donc, ça, c'est clair et les employeurs doivent être vigilants sur le respect de ces cadencements par rapport aux visites médicales. D'accord. Une autre question qui est dans le champ de la responsabilité, responsabilité civile et pénale de l'employeur. Si l'employeur a respecté toutes les règles, notamment l'évaluation des risques, le fait d'avoir fait une formation adaptée pour son salarié, le fait d'avoir délivré une autorisation de conduite, mais que finalement il y a un accident du travail qui se passe parce que c'est lié à une action inadaptée du salarié, notamment une vitesse excessive, un chargement qui a été mal fait. Que se passe-t-il concrètement pour l'employeur? Donc la notion de responsabilité, est-ce qu'elle est toujours reconnue au niveau de l'employeur malgré toutes ces actions qu'il a pu mettre en œuvre? On a vu un accident sur le chantier là du centre de vacances où un engin s'était retourné près d'une flaque d'eau. Le salarié, c'était une entreprise très structurée, c'était un salarié qui avait de l'ancienneté, qui connaissait bien son engin. On a fait une enquête, c'est un accident mortel. Le salarié ne portait pas sa ceinture.
Donc, on peut dire, l'employeur, il a formé le salarié, il lui a donné un matériel qui était neuf ou quasiment neuf. Le salarié était expérimenté. Pourquoi est-ce que l'employeur serait mis en cause? Je vous disais tout à l'heure, en commençant, que l'évaluation des risques doit se faire y compris sur la situation de travail. Souvent, ces engins travaillent sur des chantiers du bâtiment ou des travaux publics qui sont soumis à coordination SPS et qui sont où il doit y avoir un PPSPS. Le PPSPS, c'est un document d'évaluation des risques qui est adapté au chantier en question. Dans le PPSPS, on doit réfléchir par rapport à l'organisation du chantier. Et quand on a repris cette analyse et qu'on a fait un arbre des causes de l'accident, on s'est rendu compte que le salarié, on avait un chantier qui était en plusieurs niveaux, avec une rampe qui était avec une pente importante. On avait voulu conserver des arbres, donc on n'avait pas pu faire une rampe plus large que ce qu'elle était. Et on avait une zone de stockage qui était sur la partie la plus haute du chantier. Donc, pour travailler autour de la piscine, les engins de chantier empruntaient cette rampe, forcément en marche arrière, avec des chariots automoteurs qui étaient chargés. Donc, l'analyse a montré que il y avait plusieurs entrées et plusieurs zones possibles de stockage des agrégats. Donc, il aurait été tout à fait possible, au niveau du plan d'installation de chantier, de faire en sorte que les agrégats qui devaient aller autour de la piscine, dans la zone où il y a eu l'accident, soient stockés en bas, les camions pouvant tout à fait rentrer sur le chantier par la partie inférieure de la zone de travaux. Et donc, c'est ce qui s'est fait par la suite, après l'accident de toute façon. Ça aurait permis de supprimer cette rampe d'accès qui était dangereuse. En outre, on a constaté qu'il y avait un décalage dans les travaux et que la zone si on revenait à la diapo, ça serait peut-être plus facile. Stéphanie, c'est possible? En fait, la question, c'est vraiment, malgré tout ce que l'employeur a pu mettre en œuvre, selon ses obligations, hein, que ce soit l'évaluation des risques et autres, pour autant l'accident se déroule parce qu'on identifie. Il y a une organisation des travaux qui n'est pas conforme aux règles de sécurité. Si on avait eu un travail sur cette organisation des travaux, il n'y aurait pas eu l'accident. Et je crois que c'est vrai sur à peu près 9 accidents, 8 accidents sur 7 accidents sur les 8 de l'année dernière, on est revenu sur des problèmes d'organisation. Il y a effectivement, comme tu le dis, une multifactorialité de l'accident de travail qui est liée à un facteur humain, certes, mais aussi des facteurs techniques et organisationnels qui aboutissent. C'est-à-dire que le renversement d'un chariot ou d'un engin n'est pas lié qu'à un comportement de salarié. Il y a d'autres facteurs qui vont participer à ce renversement, à ce retournement, et qui sont à prendre en ligne de compte au cas par cas. On passe à d'autres. Il y a beaucoup de questions et il y en a certaines qui seront aussi pour le docteur Lagarde, ce qui va nous permettre de faire les transitions. Mais une dernière question sur l'autorisation de conduite pour le personnel intérimaire et pour les entreprises extérieures. Qui délivre l'autorisation de conduite pour ce type de personnel? Ben, ça va être l'entreprise utilisatrice puisque le personnel intérimaire, c'est l'entreprise utilisatrice. C'est toujours l'entreprise utilisatrice parce que elle connaît le matériel qu'elle met à disposition, elle connaît les travaux et tout ça c'est lié. L'entreprise de travail temporaire, elle va s'assurer de la formation, par exemple par un CACES, la formation initiale. Elle va s'occuper de la
de l'aptitude médicale, mais la formation, elle doit être aussi sur le lieu de travail. C'est une formation renforcée qui s'impose aux entreprises qui accueillent des salariés temporaires. Et donc, l'autorisation de conduite, c'est l'entreprise utilisatrice. Et dans le cas d'une entreprise extérieure qui intervient sur le site de l'entreprise utilisatrice, à qui revient la délivrance de l'autorisation de conduite? Eh ben, chaque employeur pour ses salariés. Une entreprise, excusez-moi, une entreprise extérieure, elle emploie du personnel et elle va faire la formation de ses salariés. Il y a le problème peut-être des locatiers. C'est peut-être ça qui est sous-jacent par rapport à la question. Et les locatiers, donc c'est les gens qui sont entre guillemets loués avec leur engin. Donc l'employeur va faire la formation du personnel qui met à disposition, enfin, qui conduira l'appel par exemple. Et il doit y avoir après une harmonisation des consignes entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise qui emploie, enfin qui utilise le matériel. D'accord. Alors, effectivement, pour conclure, donc, dans le cas du personnel intérimaire, c'est à l'entreprise utilisatrice de livrer l'autorisation de conduite, selon les 3 critères qu'on a énoncés. Dans le cas d'une entreprise extérieure, on attire quand même votre attention sur les conditions de prêt du matériel. Ces conditions de prêt font bien évidemment, doivent intégrer la notion de mise à disposition éventuellement d'engins de levage et de manutention, et de savoir comment vous vous assurez que le matériel que vous prêtez, puisse en tout cas répondre à des, adapter et répondre à des conditions particulières. Donc, l'histoire du prêt de ce matériel à une entreprise extérieure doit être très encadrée, et ça, on vous le rappelle. Alors, j'ai une question, oui. Et de toute façon, il faut s'assurer que le matériel qu'on met en œuvre sur un chantier, quelle que soit la forme de la mise en œuvre, est adapté aux travaux à réaliser. Hein, parce que on a eu des accidents qui montraient que justement le matériel, il y avait eu un mauvais choix de matériel, que il était en sous-capacité, que compte tenu du terrain, par exemple, il n'était pas adapté et ça avait mis en cause la stabilité de l'engin. On a vu dans ce que tu as évoqué comme accident, la multifactorialité, des causes entre la formation, l'adaptation du matériel, l'organisation du chantier ou l'organisation d'entreprise. On est vraiment sur une multifactorialité et notamment également les vérifications périodiques des engins. On va laisser la parole au docteur Lagarde, s'il veut bien enclencher son micro. Bonjour docteur. Je vous propose en modalité d'intervention, si vous le souhaitez, parce que j'ai déjà 2 questions en fait autour de l'aptitude et de la visite médicale. Donc, si vous souhaitez, on peut vous les poser directement et je pense que vous pourrez apporter la réponse. La question de la personne, c'est les aptitudes médicales ne font pas forcément état d'aptitude à la conduite. Donc, la personne va être apte à son poste, mais pas clairement à la conduite. Est-ce que je peux me baser là-dessus pour délivrer mon autorisation de conduite ou est-ce que je dois l'écrire clairement sur l'intitulé du poste? Bonjour à tous. Alors, déjà, pardonnez-moi pour mon état médical qui est un peu perturbé par le coronavirus en ce moment. Voilà, c'est ce qui explique que j'ai peut-être pas l'air d'avoir très bonne mine. Bon, j'ai écouté attentivement tout ce qui a été dit et je voudrais d'abord commencer par un truc qui me tient particulièrement à cœur. En termes d'accidents, nous avons remarqué effectivement beaucoup d'accidents mortels liés au non-attachement au harnais des personnes qui conduisent ces engins. Je voudrais vraiment que chacun ait ça à l'esprit, et ça c'est de la réalité de terrain. Depuis qu'on en avait parlé lors de réunions avec l'inspection du travail et d'autres partenaires, on s'était vraiment dit que c'était un point sur lequel on souhaitait vous sensibiliser, le fait de s'attacher dans ces engins. Je l'ai fait comme beaucoup de mes confrères, j'imagine, ces derniers mois. Et pour être clair, pour dire les choses comme elles sont, ceux qui sont des professionnels dans ces domaines le savent. C'est très rare que les gens s'attachent dans les engins. Moi, je ne porte pas de jugement, bien sûr, sur les raisons qui expliquent ça. C'est souvent en toute bonne foi que les salariés, voulant bien faire, voulant ne pas perdre de temps, c'est l'expression qui revient,
omettent de s'attacher, mais je voudrais vraiment aujourd'hui que ce soit un message qui passe. C'est très important de s'attacher dans ces engins. On voit que ces engins sauvent la vie par leur conception de ceux qui sont correctement accrochés. C'est un peu comme une automobile finalement. Autrefois, on ne mettait pas toujours sa ceinture, et puis aujourd'hui, ça fait des bruits insupportables pendant 10, 20, 30 secondes dans sa ceinture quand on la met pas, et on finit par la mettre. Donc je crois vraiment que c'est important. Accrochez-vous dans les engins. Alors, pour revenir à la question qui est posée, il faut simplement appliquer les textes tels qu'ils sont écrits. Pour une fois, ils sont relativement clairs. Un poste de sécurité, ça a été dit, c'est une surveillance médicale renforcée. Ça veut dire tout simplement que le salarié va bénéficier d'une part d'une période de visite qui est un peu supérieure, plus rapprochée que d'autres postes. C'est logique, puisque le métier est plus dangereux, on va accorder une attention particulière à la santé du salarié, donc ça va être maximum tous les 2 ans. C'est quand même pas très compliqué d'appliquer ça, de bien le retenir. Et bien sûr, il appartient à l'employeur de veiller à ce que son salarié soit dans cette périodicité. Moi, je vais faire un parallèle avec le permis poids lourd. Tout le monde comprend que la visite pour un poids lourd, jusqu'à 65 ans, je crois, c'est tous les 5 ans. Bon, personne n'a l'air de trouver compliqué qu'il faut passer sa visite au maximum tous les 5 ans pour le poids lourd. Ben là, c'est un peu pareil. Il faut simplement que la visite soit de 2 ans ou moins, maximum 2 ans. Alors évidemment, tout ce qui est clair permet, lorsqu'il y a un accident, d'être serein. Si l'employeur, lorsqu'il déclare son salarié sur le portail de l'AIST, c'est assez bien fait, je crois, je ne dis pas ça parce que c'est mon entreprise, mais là quand même, c'est assez clair, l'employeur doit pouvoir aisément indiquer lorsqu'il déclare son salarié que son salarié va être amené à conduire des engins, à conduire en sécurité. C'est une des choses qui peut être précisée. Si c'est oublié lors de la déclaration, à ce moment-là, l'employeur a évidemment intérêt à dire à son salarié de le signaler au médecin du travail lorsqu'il va voir ce médecin. Le salarié va lui dire, au fait, docteur, dans mon métier, dans mon travail, j'utilise mes cassettes, donc ce serait peut-être bien que vous le précisiez. Et nous pouvons le faire, bien évidemment. On peut, par exemple, moi c'est ce que je fais, chaque médecin applique un peu les choses là sur ce point de manière individuelle, mais on a un outil, par exemple, qui peut être utilisé. Moi, c'est ce que j'utilise en particulier, c'est l'annexe 4 de la fiche de visite, sur laquelle on peut rajouter des choses qui parfois sont des restrictions, parfois aussi peuvent être des précisions utiles. Donc, sur l'annexe 4, par exemple, on pourra, si le salarié indique, ou l'employeur, ou les deux encore mieux, que son salarié a les cassettes et qu'il s'en sert, pas de contre-indication médicale aux cassettes, etc. Donc, pour ça, il faut évidemment qu'on en ait l'information. J'ai entendu tout à l'heure que quelqu'un posait la question, oui, mais c'est difficile d'avoir une visite médicale. Ben oui, c'est difficile d'avoir une visite médicale parce que c'est quelque chose qui est fait sérieusement, en tout cas, on l'essaye. Et c'est aussi quelque chose qui demande du temps à l'entreprise et aux salariés, hein, le temps d'aller à la visite, etc. Donc il est quand même normal qu'effectivement, lorsqu'on la passe, on essaye de bien cerner le poste de travail. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est assez logique. Et je voudrais dire les choses simplement. Il appartient aux employeurs qui en sont responsables de ne pas omettre ce point qui est vraiment important. Et puis évidemment, le salarié, mais je crois qu'en l'occurrence, la plupart des salariés, en tout cas que moi je vois, sont attentifs à ça, c'est leur gagne-pain. Et nous savons que être titulaire d'un CACES aujourd'hui, c'est une bonne manière d'avoir un poste correctement rémunéré, voire même très bien rémunéré. Et je m'en réjouis pour ceux qui exercent dans ce domaine. C'est un poste de sécurité qui correspond à une compétence, donc je trouve ça bien, effectivement, que les conducteurs d'engins, ou soit sur des chantiers BTP, soit en entreprise, aient un salaire qui correspond à cette qualification et au sérieux qu'ils mettent à leur travail quotidien. Bon, donc voilà pour les aspects un peu réglementaires, tous les 2 ans, et évidemment, eh bien, j'aurais même tendance à recommander que le salarié est en permanence sur lui, de la même manière qu'il a le papier sur lequel il y a son autorisation de conduite ou l'attestation de formation, eh bien, il peut très bien glisser une photocopie de ce certificat médical, le dernier en vigueur. C'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas très contraignant. Et on pourrait même conseiller aux salariés, là j'élargis un petit peu en tant que médecin, c'est pas idiot non plus d'avoir sa carte de groupe sanguin sur soi. Vous voyez, donc des documents qui peuvent être sur le salarié en cas d'accident ou en cas de contrôle, ou les deux malheureusement, ça peut être bien utile effectivement qu'on ait tous ces documents à portée de main. Comme on le sait, lorsqu'il y a un accident, il faut rester positif. Enfin, quand il y a un accident, en général, on a un peu moins d'amis, donc c'est bien d'être en règle et c'est bien de pouvoir
le prouver facilement. Donc voilà, pour répondre à cette question, je ne sais pas si ça vous paraît clair, tous les 2 ans, et détenir les documents sur soi n'est pas forcément stupide. Je peux, si vous voulez, embrayer sur les aspects médicaux, ou bien si vous le souhaitez, répondre à d'autres questions. Alors, j'ai 2 autres questions. Bon, on revient un peu sur ce qui a pu être dit juste avant, mais si la visite médicale spécifie uniquement ouvrier agricole et pas la conduite d'engin, la visite médicale est-elle valable pour donner l'autorisation de conduite? Donc, on revient un petit peu sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que si le médecin du travail n'a pas l'information que le salarié va être amené à conduire l'engin, au moment où vous allez délivrer le certificat d'inaptitude, il existe quasiment plus, si j'avais tout compris, mais en tout cas, si vous n'avez pas l'information, il va vous être difficile de faire l'examen en conséquence. Donc, il faut vraiment que l'employeur vous spécifie, vous signifie qu'il y aura une conduite d'engin à venir. Oui. À moins que ça ça me soit paraît toujours compris dans l'intitulé du poste. Encore une fois, on peut toujours déduire les choses. C'est sûr que si je vois quelqu'un qui a un poste de grutier ou d'ouvrier agricole, conducteur de moissonneuse-batteuse, par exemple, j'aurai la notion qu'il a la conduite d'engins lourds et nécessitant les CACES. Mais effectivement, c'est pas toujours si intuitif que ça. Il y a des salariés qui sont dans des grosses entreprises ou dans des petites entreprises, mais qui vont utiliser ponctuellement leur CACES. Donc, j'y reviens. Ma réponse est toujours la même finalement. Plus on a l'information, plus on pourra clairement indiquer les choses. Il est évident que dans certains cas, ce sera simple, dans d'autres un peu moins. Donc, j'aurais tendance à dire, oui, c'est important que l'employeur, lorsqu'il déclare son salarié, coche la case qu'il est amené à conduire en sécurité et qu'il rappelle à son salarié, qu'il fasse rappeler. C'est quand même pas si compliqué, je crois, à faire. Le jour où il va passer sa visite, d'indiquer au médecin qu'il y ait la conduite CACES à prendre en compte et que le médecin, effectivement, dans ce cas-là, aucune difficulté pour le noter. C'est ce qu'on fait pour beaucoup d'entreprises. On se met à la place des employeurs. Vous savez, on est au service des entreprises comme des salariés. On est là justement pour que tout se passe bien, pour résumer. Donc, on mettra facilement, bien évidemment, noir sur blanc, aptitude CACES, dès qu'on en a l'information. Mais dans certains cas, oui, vous avez raison, ça peut passer à côté. Donc, il vaut mieux le dire clairement, bien sûr. Alors, justement, pour un salarié qui, à la suite de sa première visite médicale, va être amené par la suite, dans un délai plus ou moins long après sa première visite médicale, à devenir conducteur d'engin, est-ce qu'il y a nécessité de reprendre un rendez-vous avec le médecin du travail pour dire, voilà, il y a quelque chose qui vient de changer dans mon poste et finalement, aujourd'hui, j'ai besoin d'une visite médicale plus spécifique puisque je conduis un engin. Est-ce qu'il est nécessaire, donc dans ces cas, de reprendre un rendez-vous avec le médecin du travail pour passer une nouvelle visite dans l'idée de l'autorisation de conduite qu'on va délivrer? Eh bien, pour répondre à la question, pour moi, la réponse est dans la question. C'est comme si un salarié qui n'était pas conducteur poids lourd devient conducteur poids lourd. Ça n'étonnera personne que dans ce cas, on doit l'adresser au médecin agréé par la préfecture pour la commission, pour le permis poids lourd. C'est exactement la même chose. Ces engins sont très lourds, peuvent occasionner malheureusement, on l'a vu, des accidents graves, voire mortels. Donc évidemment, quand un salarié qui n'avait pas les CACES devient titulaire de ces CACES, l'employeur doit effectivement, parce que son poste change dans sa nature et dans les risques que le salarié prend pour lui-même et pour les autres autour de lui. Le Code du travail, vous le savez, est rédigé opportunément dans ce sens. On est responsable de sa sécurité, mais également de celle des autres. Le salarié l'est évidemment à titre personnel, mais au-delà de ça, l'entreprise doit veiller à la bonne application des règles. Et encore une fois, disons-le positivement, avoir une nouvelle visite médicale parce qu'on va avoir les CACES, eh bien, ce sera l'occasion, on peut le dire positivement, d'avoir une information particulière sur les risques spécifiques à cette activité. Donc, ce ne sera pas du temps, entre guillemets, perdu. Moi, je comprends parfaitement que d'un côté, c'est un temps qui est payé par l'entreprise. Quand le salarié vient à la visite médicale, c'est sur son temps de travail, donc ça a un coût, et pas seulement celui de la visite. C'est quelque chose qui est le temps qu'on y passe également. Mais c'est aussi, voyons-le positivement, quand même, l'occasion d'améliorer encore la connaissance médico-professionnelle de son salarié. Donc, oui, la réponse est oui, bien sûr. Quand un salarié accède à cette fonction, il doit repasser une visite si ça n'était pas pris en compte avant, bien évidemment. Une dernière question, vous avez évoqué l'annexe 4, et donc on nous pose la question, où trouver cette fameuse annexe 4 ? Alors, elle ne sera pas trouvée par l'employeur, c'est une bonne question. L'annexe 4, c'est le nom qui a été donné
un document qu'on peut annexer, comme son nom l'indique, ajouter en pièces complémentaires. Moi, en général, par exemple, je l'imprime en recto verso sur la fiche d'aptitude. Donc, c'est une face, un côté, si vous voulez, du document de la fiche d'aptitude sur laquelle on peut mettre un certain nombre de compléments. Ces compléments peuvent être des restrictions proposées à l'employeur. Je prends l'exemple de quelqu'un qui aurait un problème de dos. On va par exemple limiter les manutentions lourdes. Donc c'est là où on peut écrire sur l'annexe 4 et les différentes préconisations qu'on va faire. D'ailleurs, on le fait en bonne concertation avec l'entreprise. Le Code du travail précise qu'on doit être en contact avec l'entreprise, ce qu'on fait toujours très volontiers parce qu'évidemment, on est là pour essayer d'appliquer de la réalité du terrain, des postes, les restrictions qu'on va proposer. Mais c'est également, en tout cas, moi, je trouve que c'est une manière de pouvoir l'utiliser, l'occasion de préciser noir sur blanc des aptitudes à certaines choses particulières, et le CACES, pour moi, en fait partie. Alors, évidemment, si l'intitulé du poste, c'est conducteur de chariot élévateur, on pourrait peut-être considérer, c'est d'ailleurs même le cas, que du moment où on est apte à être conducteur chariot élévateur, on est apte à le faire. Mais quelquefois, effectivement, l'employeur, et moi je le comprends volontiers, souhaitera que l'on précise noir sur blanc, en plus d'un poste qui pourtant est clair, qu'on précise noir sur blanc, pas de contre-indication médicale à la conduite en sécurité. Donc l'annexe 4, c'est pas l'employeur de la chercher, c'est le médecin qui va l'imprimer, soit en deuxième feuille, soit en recto verso de la fiche d'aptitude. D'accord. Très bien. Je vous remercie beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions par rapport à des questions précises autour de l'aptitude médicale. Ça va nous permettre de faire le lien maintenant, parce qu'on évoque depuis tout à l'heure le CACES, vers Philippe Baudouin, qui va pouvoir intervenir maintenant sur à la fois ce qu'est le CACES et puis également les évolutions qui sont actées depuis le 1er janvier 2020. Alors, il y a quelques questions sur le CACES que j'ai gardées de côté pour toi, Philippe. Et puis, juste une petite, quelqu'un qui nous interpelle en disant, on a vu beaucoup d'accidents sur chantier. C'est un petit peu, l'intervention d'Evelyne. Et de dire, mais finalement, est-ce que ça veut dire que dans d'autres secteurs, notamment logistique, les accidents sont-ils moindres aujourd'hui? Alors, c'est vrai que, au regard de ce qu'on a évoqué, on a beaucoup d'accidents sur chantier avec ce type d'engin, parce que ça montre ô combien, effectivement, ces situations de travail sont mouvantes et changeantes. Et on est sur effectivement des situations de travail avec aujourd'hui des problématiques de dénivelé, des problématiques de stabilité et autres, et ça influe énormément sur les possibilités de renversement des chariots, des engins et autres, ce qui montre bien que l'évaluation des risques n'est pas une évaluation statique et que dans le cadre des chantiers, elle doit être adaptée à chaque situation de chantier. Et ça, c'est important. Alors qu'en logistique ou dans d'autres situations de travail où on va se déplacer sur des sols lisses, non encombrés et autres, la situation de travail sera relativement maîtrisée au fur et à mesure. Donc, c'est vrai qu'il y a moins d'accidents, moins de renversements sur des engins de levage, moins, mais il y en a. Notamment parce qu'il y a des problématiques aussi quand même liées à la nature des sols, liées à des chargements sur les fourches qui peuvent être effectivement mal positionnés et désaxer l'engin, et puis des problématiques après aussi sur les vitesses, et ça vous l'aviez évoqué. Je laisse la parole à Philippe parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'important. Et puis, j'aurais une autre question sur les transpalettes. Alors, juste si la personne qui nous pose la question sur les transpalettes, si elle nous parle de transpalettes manuelles ou électriques, si elle peut le préciser dans sa question, ça nous permettra de faire un lien. Je te laisse la parole, Philippe. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, juste pour revenir à ce que disait Isabelle tout de suite, effectivement, Evelyne, tout à l'heure, vous a parlé d'accidents sur chantier, mais c'est parce que en 2019, il y a eu une recrudescence très très importante d'accidents mortels en début d'année, notamment sur le Var, et les exemples qu'Evelyne vous a montrés sur les photos, nous on les a repris aussi et on a essayé de mener une action avec la FRTP justement parce que c'était vraiment une problématique qui s'est passée en quelques mois en début d'année 2019 et qui nous a tous vraiment inquiétés. C'est pour ça qu'on a fait un focus un peu sur ces accidents. Mais comme le disait Isabelle, effectivement aussi, des accidents arrivent dans les entrepôts, dans les entreprises, et effectivement, ils sont peut-être moins graves parce que l'environnement est stable, ne change pas, mais ils existent quand même.
Donc sur la rénovation du CACES, alors je vois pas le diaporama, on pourrait peut-être le mettre à l'écran si c'est possible. Voilà, merci. En passant directement à la diapositive suivante, donc je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que le CACES, et il va y avoir quelques redites avec ce qui a été dit par la directe et la médecine du travail, puisque on travaille bien sûr de concert. Donc un petit rappel sur le contexte, l'historique, la rénovation depuis 2020, et puis ce que ça change pour les entreprises, et quelques questions récurrentes des chefs d'entreprise. On va passer à la diapo d'après, s'il vous plaît. Encore. Donc, le pourquoi du CACES. Donc, comme l'a dit Evelyne tout à l'heure, donc pour conduire un équipement de travail, on a besoin d'un certain nombre de choses. Donc, que le conducteur ait reçu une formation adaptée à la conduite de l'équipement qu'il utilise, que son aptitude médicale à la conduite ait été vérifiée, c'est ce que le docteur Lagarde vient de vous dire, qu'il ait réussi des tests théoriques et pratiques relatives à la conduite en sécurité de l'équipement, et que les informations relatives à la sécurité spécifique au site sur lequel il va évoluer lui aient été communiquées. C'est ce qu'on a vu sur l'engin de renversement tout à l'heure d'un engin où la rampe et l'engin n'étaient pas forcément en adéquation avec la tâche à effectuer. Et enfin, que les chefs d'entreprise lui aient délivré une autorisation de conduite pour l'engin concerné. Eh bien, le CACES, c'est uniquement le point numéro 3. C'est une partie des éléments qui vont conduire à délivrer une autorisation de conduite à une personne pour utiliser un engin. On peut passer à la diapo suivante. Suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, les objectifs de la formation, parce que la formation, c'est très, très important, comme on le disait tout à l'heure. Donc, le CACES, lui, c'est un peu comme si, je pourrais faire analogie avec le bac. Vous avez toute la formation, et puis on passe le bac. Et bien là, on a toute la formation, et puis, il y a des épreuves théoriques et pratiques, et c'est le CACES. Donc, les objectifs de la formation, donc, c'est d'apporter au conducteur les compétences nécessaires à la conduite de l'engin, dans ses différents équipements interchangeables et en situation réelle de travail et dans son environnement d'évolution. Donc ça, ce n'est pas le CACES. Lui transmettre les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à sa conduite en sécurité, lui communiquer les informations relatives aux risques liés à son utilisation et lui permettre de maîtriser les risques et méthodes permettant de prévenir ces risques. On peut passer à la diapo, voilà. Donc, c'est ce que je disais, la formation, élément indispensable aujourd'hui pour passer le CACES et pour conduire un engin. C'est un préambule très important et aujourd'hui, dans la réforme du CACES, on le verra un peu plus tard, on ne passe le CACES que si on a une attestation de formation donnée par l'employeur ou par un organisme compétent pour certifier que la personne qui va passer son test d'aptitude, CACES, théorique et pratique, a eu la formation adéquate sur l'engin sur lequel il va être amené à passer l'examen du CACES. On peut passer à la suite. Donc, un petit historique. Donc, au début des années 2000, donc le CACES, donc maintenant a pratiquement 20 ans, le CACES a été déployé à la demande des partenaires sociaux qui avaient besoin, je dirais, d'un référentiel qui permettait aux chefs d'entreprise de pouvoir délivrer une autorisation de conduite. Donc, les partenaires sociaux au sein de la CNAM, donc ce sont des représentants des employeurs et des représentants des salariés en nombre équivalent, et ils ont adopté un référentiel technique qui permet de garantir au niveau du chef d'entreprise des compétences pour leurs salariés. Donc le CACES, c'est environ aujourd'hui aux alentours de 800 000 personnes, 800 000 CACES qui ont été délivrés
en 2019, pas 800 000 personnes, puisque certaines personnes peuvent avoir plusieurs cassettes. Hein. Donc, c'est un dispositif qui est très largement utilisé en France et qui, aujourd'hui, n'est pas le seul. Hein. Il faut le savoir, il y a quelques autres dispositifs, notamment en région Île-de-France, qui permettent aussi aux chefs d'entreprise d'avoir une référence ou une garantie de compétences. Voilà. Donc, question récurrente, et Evelyne y a répondu un peu tout à l'heure. Le CACES est-il obligatoire? Non, pas au sens réglementaire du terme. Hein. Le Code du travail impose uniquement le respect de 5 conditions énoncées avant, hein, ce qu'Evelyne nous a donné tout à l'heure. Mais c'est qu'une recommandation. Et une recommandation, c'est source de droit, et ne pas la respecter peut avoir des conséquences juridiques, notamment s'il y avait un accident, et pourrait constituer, faire partie des éléments constitutifs d'une faute inexcusable de l'employeur. Donc, lorsqu'il ne suit pas les préconisations d'une recommandation, lorsqu'il ne suit pas les recommandations d'un CACES, l'employeur doit prouver et doit mettre en œuvre des moyens garantissant les mêmes conditions. Hein, donc de sécurité de ses salariés. Donc le CACES c'est pas obligatoire, mais en cas de souci, en cas d'accident, un juge va souvent s'appuyer sur le fait que la personne ait eu ou n'ait pas eu le CACES. On peut passer à la diapositive. Donc la rénovation du CACES. Donc vous savez que le CACES a été rénové et depuis le 1er janvier 2020. Hein, et il a été rénové pour un certain nombre de raisons, c'est-à-dire que les employeurs ont demandé une hausse des exigences pour les tests CACES. Ils ont considéré que le niveau des formations délivrées en amont du CACES n'était pas suffisamment importante. Donc, ils ont voulu qu'on monte un petit peu le niveau d'évaluation. Le réseau ATMP a voulu, lui, créer 2 nouvelles familles d'équipements que nous verrons plus tard. Les entreprises, ils ont voulu aussi la prise en compte d'activités hors production qui n'étaient pas définies auparavant. Et ce qui a été créé aussi, c'est une gestion centralisée des certificats, c'est-à-dire que sur le site de l'NRS, vous pourrez trouver l'ensemble des personnels qui ont les CACES, avec les CACES nominativement, c'est-à-dire que quelqu'un qui va embaucher un salarié pourra avoir, sur certaines conditions, la connaissance des compétences de cette personne et si elle a un CACES ou pas. Et puis, on a pris dans le renouvellement, dans la rénovation du CACES aussi, et ça c'est spécifique plutôt aux bâtiments et aux travaux publics, la réforme de ce qu'on appelle l'AIPR, l'autorisation d'intervention à proximité du réseau. Aujourd'hui, sur chantier, quelqu'un qui travaille à proximité des réseaux électriques enterrés, notamment et aériens aussi, doit avoir une autorisation pour travailler. Donc le CACES peut intégrer à la demande de l'entreprise cet examen qui permettra au chef d'entreprise de délivrer l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux. On peut passer à la diapo suivante. Donc, en ce qui concerne la rénovation des CACES, donc en termes didactiques, pas de grande nouveauté. Le R372 est devenu R482, le 377, le R487, et on a créé, vous voyez en bas, un certain nombre de nouveaux CACES qui sont le R484 et le R485, qui sont des CACES qui sont destinés à la conduite des ponts roulants et des portiques et des chariots gerbeurs à conducteurs accompagnants. Donc, notamment sur la partie logistique aujourd'hui, où on a de très nombreux engins de cette catégorie. On trouve bien sûr sur le site d'Amélie et sur l'INRS l'ensemble des recommandations avec le détail. Dans chaque
recommandations, il y a des catégories d'engins et ces catégories d'engins donc restent pratiquement les mêmes qu'avant. Donc, les deux nouvelles recommandations du CACES imposent-elles des contraintes supplémentaires aux employeurs? Non, parce que les recommandations R318 et R366 qui existaient avant et qui sont toujours en vigueur précisaient qu'il fallait déjà délivrer une autorisation de conduite pour les engins, pour les conducteurs de ponts roulants, de portiques, de semi-portiques, de tous les chariots de manutention à conducteurs accompagnants. C'est ce que Evelyne Villadonna vous a donné tout à l'heure. Elle a dit qu'à partir du moment où il y avait un moteur, on délivrait une autorisation de conduite. Donc l'autorisation de conduite pour ces équipements était déjà obligatoire. Le CACES, donc les recos R484 et 485, mais comme les autres CACES, mettent à la disposition des entreprises un certificat de compétence à la conduite de ces équipements. Donc, vont permettre à l'employeur de délivrer une autorisation de conduite à ces engins de manière plus sereine. Donc, sur la partie transition entre les CACES catégorie 3 et les CACES catégorie 4, hein, donc à partir de 2020, donc les anciens CACES sont-ils toujours valables? Bien sûr, oui. Hein, la validité d'un CACES R300 ne peut pas être mise en cause. Donc, si on a passé un CACES R382 en décembre 2019, ben bien sûr qu'il reste valable jusqu'à la date d'échéance portée sur ce CACES. Donc, néanmoins, sur les engins de chantier, hein, donc la R482, il est quand même conseillé de faire passer au bout de 5 ans, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, le renouvellement du CACES, le passer en R482. Donc, s'il l'avait passé effectivement en décembre, on recommande qu'au bout de 5 ans, on est passé, parce que, comme le disait Evelyne tout à l'heure, il y a une évolution très importante de ces engins aujourd'hui, notamment dans l'assistance à la conduite, dans l'assistance au terrassement, dans l'assistance à la conduite par des caméras, des dispositifs infrarouges pour éviter les collisions. Et il est important qu'on ait une nouvelle formation à ces nouveaux engins et un passage nouveau avant la date d'échéance du CACES. On peut passer aux diapos suivantes. Donc les principes généraux du CACES ont été renforcés, c'est-à-dire que les recommandations concernent la conduite en sécurité des engins les plus courants, munis de leur occupant standard. Les épreuves pratiques doivent être réalisées sur l'équipement qui va être utilisé par l'opérateur quand il est sur son poste de travail. Pour les engins munis d'équipements interchangeables, une formation complémentaire va être nécessaire à l'obtention du CACES. Hein, puisque le CACES, on va le faire avec un équipement et on va délivrer le CACES, mais si il y a d'autres équipements, je pense notamment à des agents de chantier qui peuvent à la fois faire du terrassement, du remblaiement, du transport de charge avec des équipements interchangeables. Là, il va être nécessaire d'avoir une formation complémentaire. On peut passer à la diapo suivante. Donc, sur les dates de validité, donc 5 ans pour les ponts roulants, les chariots gerbeurs, les plateformes élévatrices, les chariots de manutention. 10 ans, ce que je disais juste avant, sur les engins de chantier. Et puis sur les grues mobiles, les grues à tour, les grues de chargement, 5 ans plus 5 ans parce qu'on encourage, et je crois même que c'est obligatoire, une visite médicale au bout de 5 ans pour assurer, je dirais, la compétence à la conduite des grues mobiles, des grues à tour et des grues de chargement. Donc, les modalités du CACES. Donc, les CACES, c'est un examen donc, qui va se passer dans un centre agréé. Les organismes testeurs, certificateurs
vont disposer d'un site certifié par l'INRS permettant le passage d'épreuves théoriques et pratiques de la plupart de CACES et de leurs options. Donc ça, c'est dans des centres où chaque entreprise va pouvoir envoyer ses salariés passer les CACES. Il existe aussi le moyen de passer des CACES hors centre de déroulement. Par contre, les moyens requis vont être les mêmes, c'est-à-dire qu'on va être obligé, l'entreprise qui va vouloir le faire passer ses CACES en intra, elle va être obligée d'avoir l'ensemble des équipements, l'ensemble des engins qui vont lui permettre de faire passer les CACES. Donc, si on fait passer des CACES mini-pelles, des CACES chariot élévateur, il va y falloir qu'il y ait exactement les mêmes engins que dans les centres de déroulement de tests. Donc, ça va être quand même un peu plus compliqué dans la nouvelle réforme de faire passer des CACES en intra, parce que les exigences des sites certifiés ont été renforcées et ça va être un peu plus compliqué. Notamment dans le fait que le niveau d'exigence des CACES ont augmenté et que avant, pour dire simplement, un auditeur faisait passer entre 10 et 15 CACES par jour. Aujourd'hui, vu les exigences et la montée en puissance des compétences à obtenir, 6, 7 CACES par jour, c'est le grand maximum de ce qui va être possible de faire aujourd'hui. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, quelque chose qui a été voté par la recommandation, mais qui peut poser quelques soucis, notamment dans les travaux publics et dans le bâtiment, c'est que, en ce qui concerne les épreuves théoriques, le texte correspondant est absolument rédigé en français et uniquement en français. Pour les salariés qui éprouvent des difficultés de compréhension de la langue française, les questions seront posées à voix haute, mais toujours en français. Les épreuves pratiques, donc le salarié doit réaliser en continu l'ensemble des épreuves pratiques de façon fluide, sans hésitation, au ralentissement normaux, dans le temps dévolu par la procédure. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, les temps ont augmenté, c'est-à-dire que l'épreuve pratique, elle va durer plus longtemps. On va demander de réaliser des manipulations et des manœuvres en nombre supérieur par rapport à ce qui se faisait avant. Durant ces épreuves, et on en revient toujours à cette particularité qui a été votée lors de la recommandation, c'est que tous les échanges entre le testeur et le salarié s'effectuent en français. On peut passer à la diapo suivante. Donc là, dans le détail des épreuves, donc je fais référence à un certain nombre d'annexes que vous pouvez trouver donc dans le D 6348 de l'INRS, hein, qui définit clairement dans chaque famille ou dans chaque catégorie quelles sont les épreuves pratiques qui doivent être réalisées. Hein. Avant le début des épreuves, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc le CACES, le testeur doit s'assurer de la présence en ce qui concerne l'engin de la notice d'instruction, de la rapport de la visite périodique, de la déclaration de conformité, mais il va aussi s'assurer que, je dirais, le salarié, on le verra après, a reçu une formation à la conduite de l'engin au préalable du CACES. On va passer à la... Donc l'obligation, c'est ce que je disais tout de suite, donc pour le test CACES, le candidat devra présenter une attestation mentionnant qu'il a bénéficié d'une formation lui permettant de disposer des connaissances et du savoir-faire qui sont définis dans l'annexe 2, toujours de l'ED que je vous ai cité tout à l'heure de l'INRS. Alors, le CACES, il est en deux parties. Il est une partie théorique et une partie pratique. Donc,
l'obtention le salarié peut garder le bénéfice de sa partie théorique s'il a échoué à la partie pratique pendant 12 mois. Et il pourra bien sûr repasser cette partie. De nouveaux équipements, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, donc dans la R482 au niveau des engins en sous-catégorie, donc des nouvelles catégories qui sont les ferreuses et les pelles qui sont rail route, donc qui sont à la fois qui circulent à la fois donc sur les routes et sur les voies SNCF. Et puis on a supprimé donc la catégorie 5, les engins de finition à déplacement lent. Je pense notamment aux finishers sur les travaux routiers. On a exclu aussi dans la R483 les grues à flèches spéciales, et il reste uniquement 2 catégories, les flèches à treillis et les flèches télescopiques. Et on a dans les grues à tour toujours, donc on a rajouté une catégorie qui correspond aux grues mobiles à flèches relevables. Mais ça, vous le retrouvez donc toujours dans le D. Hein, donc là, pareil, on peut passer très vite. C'est des documentations qui vous seront de toute façon données avec le compte rendu et puis qui sont, je dirais, facilement accessibles sur le site de l'INRS. Alors, que faire pour les engins exclus? Les engins exclus, donc il va falloir, comme on avait avant, hein, faire une formation à la conduite, que la médecine du travail, bien sûr, délivre une aptitude médicale à la conduite de cet engin, qu'il y ait une évaluation théorique et pratique qui soit faite par une personne compétente, hein, et, une information et des consignes relatives au site et à l'environnement sur lequel l'engin va évoluer, et puis qu'il soit délivré une autorisation de conduite par le chef d'entreprise. Alors, cette évaluation théorique, il n'y a plus de CACES, hein, mais cette évaluation théorique, eh bien, elle peut être faite par les organismes qui habituellement délivrent des CACES. Mais ça ne sera pas un CACES, ça sera une attestation de compétence délivrée par l'organisme. On peut passer aux diapos suivantes. Donc, pour conclure sur ma petite présentation sur les CACES, il y a donc sur le site de l'INRS un dossier vraiment très complet sur les CACES où vous retrouverez l'ensemble des éléments, la base de données des organismes testeurs certificateurs par région, par CACES, c'est-à-dire que si vous souhaitez faire passer un CACES R482 sur le Var, eh bien, vous tapez organisme testeur, R482 et VAR, et on va vous donner les organismes qui sont capables dans la région de vous faire passer ces tests CACES avec les coordonnées, les sites, la position géographique des sites où se dérouleront les épreuves, de façon très très simple. Hein, et puis il y a un référentiel une foire aux questions qui a été constituée sur ce site, qui vous permet de répondre, je dirais, pratiquement à toutes les questions que vous allez vous poser, à la fois sur la formation, à la fois sur comment je contacte un organisme, comment je m'assure que tel organisme est bien certifié, est-ce que je dois faire repasser mon CACES au bout de 5 ans, de 10 ans, est-ce que toutes ces questions sont intégrées dans le FAQ. Le FAQ est mis à jour en permanence avec les nouvelles questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions, soit à l'INRS, soit auprès des gens de la CARSAT. Hein, vous avez des contrôleurs et des ingénieurs conseils qui vous accompagnent, donc ils sont là aussi pour répondre à vos questions. S'ils n'ont pas les réponses, ils reviendront vers moi et puis on trouvera ensemble des réponses, il n'y a aucun souci. On est à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations. Ce que je voulais, une chose sur laquelle je voulais rebondir aussi, et
je pense notamment aux propos du médecin du travail tout à l'heure sur les histoires de harnais et de ceintures de sécurité. Aujourd'hui, c'est hyper important que les conducteurs d'engins, quels qu'ils soient, mettent ces ceintures de sécurité. La conception des engins fait que si on reste à l'intérieur, on ne meurt pas. Et c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Et c'est le discours que vous devez, vous, chef d'entreprise, faire passer auprès de vos salariés, hein, parce que effectivement, quand on va sur les chantiers, quand on va en entreprise, on ne voit pas ces équipements de sécurité mis en œuvre. Et il faut vraiment que ça change. Evelyne le disait tout à l'heure, sur les accidents qui a eu lieu dans les travaux publics, pratiquement la majorité des accidents mortels auraient pu être évités si la personne avait attaché sa ceinture de sécurité. Donc c'est quelque chose qui parfois est contraignant, mais qui va garantir la vie au conducteur. Est très important et il ne faut pas l'oublier. Voilà, merci de votre attention. Et Isabelle, s'il y a des questions. Oui, Philippe, merci beaucoup pour ta présentation autour du CACES. Donc, en tout cas, pour essayer de bien résumer, et tu l'as bien dit, aujourd'hui, ce qui est obligatoire en tant qu'employeur lorsqu'il y a une conduite d'engins, et notamment des engins qui sont motorisés, hein, les automoteurs et les engins de levage, il y a une obligation auprès de l'employeur d'assurer la formation de ses salariés à la conduite de l'engin, bien évidemment, d'également d'avoir cette aptitude médicale, hein, le docteur Lagarde nous l'a rappelé, et de donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ces trois conditions permettent de délivrer une autorisation de conduite. Le CACES, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et tu l'as bien dit, c'est que ce n'est pas une formation. La formation, c'est quelque chose qui est obligatoire et qui est fait. Le CACES est un dispositif qui permet d'évaluer, en fait, les connaissances théoriques et pratiques. C'est l'aboutissement de la formation et de pouvoir, voilà, marquer un petit peu, de par ce certificat, l'aptitude à la conduite. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et comme tu as dit, le CACES n'est pas obligatoire. La formation l'est, le CACES ne l'est pas. Mais en tout cas, ça permet de valider l'aptitude à la conduite. Les questions qui nous sont arrivées, notamment, c'est autour des recommandations R400, où quelqu'un nous pose la question en disant que ces recommandations imposeraient la possession du CACES pour avoir l'autorisation de conduite. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est effectivement le cas? Est-ce que dans les recommandations, on impose l'obtention du CACES pour délivrer une autorisation de conduite? Philippe? Donc, non, dans les recommandations, c'est une recommandation et l'autorisation de conduite n'est pas liée à la recommandation et à l'obtention du CACES. J'ai dit tout à l'heure que le CACES est pas obligatoire. Il existe d'autres organismes qui attestent d'une attestation de compétences et même, je veux dire, un chef d'entreprise qui a formé, je dirais, son salarié depuis des années à la conduite d'un engin et qui a assuré une formation et qui a été, je dirais, reconnu, délivre une autorisation de conduite en son âme et conscience. Je veux dire, c'est sa responsabilité. Evelyne pourra peut-être y revenir, mais c'est sa responsabilité de délivrer une autorisation de conduite. Il a une obligation de sécurité de résultat, donc il s'appuie sur un référentiel qui est le CACES, qui lui permet, je dirais, d'avoir une garantie d'obtention de compétences aussi bien théoriques que pratiques, mais c'est pas obligatoire. D'accord. On est bien d'accord. Il y avait une question, alors on revient, tu as donné un petit peu les réponses au travers des recommandations, mais on a évoqué effectivement l'histoire de la formation pour certains types d'équipements. On a parlé beaucoup des engins qui sont motorisés et on nous pose la question au niveau des transpalettes. Alors les transpalettes, on dissocie ce qui relève du manuel, du transpalette électrique, et en même temps la personne demande quand même la question pour les deux, c'est est-ce qu'aujourd'hui, pour la conduite d'un transpalette, qu'il soit électrique ou manuel, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une autorisation de conduite et donc également un suivi médical renforcé? Alors, dans vos interventions, il y a des réponses qui ont été données, hein, puisque sur les transpalettes manuelles, nous n'avons pas besoin d'une expérience médicale renforcée, mais d'une formation, certes, d'une autorisation de conduite
pas obligé. Par contre, pour un transpalette électrique, c'est quoi la règle? Je vais répondre à la place d'Evelyne, mais elle y a déjà répondu tout à l'heure. À partir du moment où il y a un moteur, il y a une autorisation de conduite. Voilà. Je ne dis pas de bêtises, Evelyne? C'est tout à fait ça. Dans tous les cas, il y a formation. Dans tous les cas, il y a formation. Une formation qui doit être adaptée à l'engin, à l'environnement du travail à effectuer. L'autorisation de conduite qui inclut la vérification de l'aptitude médicale dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, c'est dès lors qu'il y a un moteur. Quel que soit le nom de l'engin, moteur, électrique ou autre, il va y avoir une autorisation de conduite. D'accord. Mais pour les transpalettes manuelles, j'insiste, il n'y a pas d'accident mortel, mais il y a beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup d'accidents. La formation doit être… À tout équipement. Oui, et il doit être vraiment vérifié et puis renouvelé. Le docteur Lagarde va intervenir. Je vous laisse la parole, docteur. Oui, donc sur ces sujets, je crois qu'il faut faire simple, il faut faire pragmatique. Je me positionne dans la situation d'un employeur qui va effectivement se poser la question d'autoriser un salarié à manier un engin effectivement motorisé, souvent lourd, donc potentiellement dangereux. Je crois qu'il faut vraiment qu'on soit tous d'accord sur l'idée qu'on est là pour faire de la prévention. On a introduit le sujet tout à l'heure en parlant des accidents, non pas pour agiter cet épouvantail, pour effrayer les gens, pas du tout, mais au contraire pour bien indiquer qu'aujourd'hui on se positionne collectivement dans une démarche de prévention. Finalement, autoriser un salarié à manier un engin lorsqu'on le sait qu'il est potentiellement dangereux, c'est évidemment s'assurer qu'il est bien formé. Donc, on a parlé du fait que ce n'était pas obligatoire, mais enfin, c'est quand même logique avant de manier un engin dangereux d'être formé à son utilisation, et ce n'est pas spécifique d'ailleurs du CACES. Et puis la petite médicale, pour y revenir, quel est l'esprit finalement des textes? On parle de surveillance médicale renforcée lorsqu'on parle de poste de sécurité. Alors on peut dire un petit mot rapide. Un poste de sécurité, c'est un poste où on engage sa propre sécurité, mais aussi celle des autres. Donc tout ça, c'est assez logique. Avant de prendre un poste de sécurité, c'est l'esprit de la loi. L'employeur doit s'assurer que son salarié est en situation médicale de le faire et non pas après. Donc, pour répondre à une question et pour compléter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'un employeur a l'idée qu'un de ses salariés pourrait être formé à utiliser tel ou tel engin, dans l'idéal, il devrait nous l'adresser préalablement. Ces formations ont un coût pour l'entreprise et pour le salarié. Lorsque c'est sur son compte personnel de formation, le CACES, c'est quand même pas gratuit. Il faut investir un peu, et de son temps et aussi de l'argent. Donc moi, ça me paraît logique de s'assurer préalablement, même à la formation, que le salarié n'a pas de contre-indication médicale. Alors, pour en dire un mot rapide, contre-indication médicale, il y en a qui paraissent évidentes. Quelqu'un qui ne verrait rien du tout, on ne va pas le mettre sur un engin potentiellement dangereux. Mais là, je voudrais rassurer tout le monde, on n'a pas de normes précises, on n'a pas de normes bloquantes comme pour d'autres types de conduite. On va apprécier, lorsqu'on est médecin, la capacité du salarié à maîtriser l'engin, et ce n'est pas parce qu'on a une vue pas très bonne qu'on va être inapte au CACES. Il faut simplement, à ce moment-là, qu'on s'assure avec le salarié que sa vision va permettre de ne pas présenter de risques pour les autres, pour soi-même. L'expérience est évidemment également prise en compte. Je prends l'exemple de quelqu'un qui aurait perdu un œil par accident ou qui serait né avec un œil qui ne voit pas. Ça n'est pas forcément rédhibitoire pour conduire en sécurité un engin. Ça va vraiment dépendre de l'environnement. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet aux médecins du travail parfois de se rendre dans l'entreprise. On pourra, en collaboration avec l'entreprise, étudier la situation et conseiller l'employeur sur le fait qu'il peut effectivement donner son autorisation, car le salarié connaît bien l'environnement, car les mesures dans l'entreprise sont telles qu'il n'y aura pas de danger notable pour le maniement de tel ou tel engin. Mais bon, c'est aussi aux salariés quand même d'avoir ce sens de la responsabilité. C'est exactement la même chose que pour un permis de conduire, même véhicule léger. Hein. Je rappelle quand même ici que toute personne qui présente un problème de santé nouveau doit normalement, nous tous, nous qui avons le permis de conduire, même véhicule léger,
Si on a un gros pépin cardiaque, un diabète qui se déséquilibre et qui nous donne des malaises, ce genre de choses, on doit normalement se poser la question, suis-je apte à conduire même ma voiture? Donc, il faut garder ce bon sens. Il faut détendre un peu tout le monde. Il faut que pour la sécurité, chacun ait conscience, aussi bien l'entreprise que le salarié, que mettre en œuvre un engin qui est potentiellement dangereux pour soi-même ou pour autrui doit nous donner ce sens de la responsabilité et finalement, avec simplicité, le signaler au médecin du travail lorsqu'on passe sa visite. Je tiens vraiment à dire ici que nous, on est dans le sens de toujours faire en sorte que le salarié puisse travailler. C'est notre vocation. On n'est pas là pour empêcher les gens de travailler, bien au contraire. On est là pour permettre qu'ils travaillent en toute sécurité. Et ça peut pas être mauvais. C'est bon aussi bien pour le salarié, personne n'a envie de blesser un camarade, que pour l'entreprise qui, évidemment, sinon se retrouverait dans une situation problématique. Donc, je voudrais aussi, juste pour terminer, sur la périodicité, on voit donc bien que même si la formation est valable par exemple 5 ans, l'autorisation ne devrait pas être donnée au-delà de la période de 2 ans qui correspond à celle de la visite. Il faut bien différencier la formation technique, qui peut être 5 ans, de l'autorisation de conduite qui elle, doit prendre en compte la durée de validité de la visite médicale. Donc moi, j'aurais une entreprise, je signerais des aptitudes, des autorisations, pardon, à conduire mes engins dans mon entreprise. Je ne les accorderai sans doute pas au-delà de la durée de la dernière visite médicale validée. Ça, c'est un point sur lequel je voulais quand même qu'on insiste, parce que sinon, forcément, si on ne faisait pas comme ça, si on mettait 5 ans sur l'autorisation, ça mettrait en danger aussi bien le salarié que l'entreprise. Donc je pense que 2 ans, c'est la périodicité maximale de l'autorisation. Je vous remercie, docteur Lagarde, pour ces précisions. On va clôturer ce 23e rendez-vous santé-sécurité au travail. En tout cas, il y a eu beaucoup de questions posées et certaines, on va répondre de manière individuelle parce que c'est assez spécifique, hein, on est au cas par cas. Je remercie à nouveau nos intervenants, Evelyne Biadema, Philippe Baudouin et docteur Lagarde, pour avoir évoqué ce sujet hein, de la conduite d'équipements et d'engins. On se retrouve dans tous les cas maintenant l'année prochaine, sans doute sous ces formats encore webconférences hein, qui ont l'air de convenir à beaucoup de monde et qui permettent de répondre à la situation actuelle. Donc en tout cas, on vous souhaite une très bonne journée et puis on vous remercie de votre attention. Vous allez recevoir bien évidemment le lien qui vous permet de revisionner notre webconférence sans aucun souci et on reste à votre disposition si vous avez des sujets qui vous intéressent. On vous remercie beaucoup tous et on vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.